Le soleil brûlait fort ce jour-là sur Ouagadougou, et la chaleur semblait s'accrocher aux murs poussiéreux du palais présidentiel. À l'intérieur, dans l'ombre fraîche des couloirs, tout semblait paisible, comme toujours. Le capitaine Ibrahim, Traoré jeune et respecté par beaucoup, travaillait sans relâche pour stabiliser son pays, lutter contre les groupes armés et donner un nouvel espoir à son peuple. Mais dans cette lutte, il ignorait que l'ennemi le plus dangereux n'était pas dans la brousse, ni caché dans les montagnes. Il était juste là, à quelques mètres de lui, portant un uniforme propre et un regard baissé. Son propre serviteur. Abdoulaye était un jeune homme discret, toujours poli, toujours prêt à servir sans poser de questions. Aux yeux de tous, il était parfait, fiable, silencieux, invisible presque. Mais derrière son sourire modeste, quelque chose de plus sombre grandissait. Depuis plusieurs mois, des voix s'étaient approchées de lui, des hommes sans visage, des paroles chuchotées dans des cafés sales, dans des ruelles abandonnées. Il lui avait promis ce qu'il n'aurait jamais pu espérer avec son maigre salaire. L'argent, une maison pour sa famille, une vie confortable, à une seule condition: tuer le capitaine Traoré. Au début, Abdoulaye avait refusé. Il n'était pas un assassin. Le capitaine lui avait donné sa chance, l'avait sorti de la misère pour lui offrir un travail respectable, mais les semaines passaient et les tentations devenaient plus fortes. Les hommes savaient parler aux rêves de désespoir. Ils savaient insister là où ça faisait mal. Abdoulaye avait vu sa mère malade, ses frères affamés, et son propre avenir enfermé dans un couloir sans issue. Peu à peu, l'idée insupportable était devenue une possibilité. Puis une tentation, puis un plan. Tout avait été soigneusement orchestré. Le poison était discret, indétectable, et ne laisserait aucune trace évidente. On lui avait dit que le capitaine paraîtrait simplement malade, que son cœur lâcherait, sous le poids du stress et de la fatigue. Personne ne soupçonnerait un serviteur fidèle comme lui, et après tout serait terminé. Il serait riche, libre. Ce matin-là, Abdoulaye s'était réveillé avec une sueur glacée sur le front. Il avait répété les gestes 1000 fois dans sa tête. Le thé que le capitaine buvait toujours après sa séance de travail. Une simple goutte, juste une. Quand il était entré dans le bureau, le plateau tremblait légèrement dans ses mains. Il priait pour que personne ne remarque son agitation. Traoré leva les yeux de ses documents et lui sourit brièvement, un sourire sincère, fatigué, mais sincère. « Merci, mon frère », m'avait-il dit. Abdoulaye sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il faillit tout abandonner à ce moment-là. Mais les promesses résonnaient dans sa tête, l'argent, la sécurité, la fin des souffrances. Alors, il posa la tasse devant son maître, baissa la tête et sortit. De l'autre côté de la porte, il s'adossa contre le mur, les jambes tremblantes. Il entendit le tintement de la tasse, puis rien. Silence. 1 heure plus tard, un cri résonna dans le couloir. Le capitaine venait de s'effondrer. Le bureau du capitaine était en chaos. Des gardes couraient dans tous les sens, appelant des médecins, cherchant des réponses. Ibrahim Traoré gisait sur le sol, respirant difficilement, les traits crispés par la douleur. Son visage, habituellement si serein malgré les tempêtes politiques, était déformé par une terreur muette. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Abdoulaye observait la scène de loin, caché derrière un pilier. Il avait envie de vomir. Ce n'était plus un plan, ce n'était plus un rêve de billets de banque et de maisons neuves. C'était réel. Et c'était monstrueux. Son maître, son bienfaiteur, agonisait devant lui, et c'était sa main qui avait tendu le poison. Des médecins accoururent, transportant Ibrahim sur un brancard de fortune. Ils parlèrent vite, leur langage médical compliqué devenait une musique de fond dans l'esprit embrouillé d'Abdoulaye. Arrêt cardiaque imminent, tension en chute libre, probable intoxication. Ce dernier mot glaça Abdoulaye sur place. Intoxication. Il savait, il comprenait déjà. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il cherche comment, et surtout, par qui. Pris de panique, Abdoulaye se réfugia dans les cuisines. Il s'aspergea le visage d'eau froide, essaya de retrouver son souffle, mais son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'un meurtrier. Les mots qu'on lui avait dits, les promesses, d'une vie meilleure, tout semblait maintenant aussi sale et empoisonné que ses mains. Pendant ce temps, la nouvelle de la maladie soudaine du capitaine se répandait comme une traînée de poudre à travers le palais, puis
à travers la ville. À la radio, les commentateurs hésitaient entre accident médical et tentative d'assassinat. Dans les rues, certains pleuraient déjà leur héros, tandis que d'autres, dans l'ombre, souriaient d'un air satisfait. Au crépuscule, Abdoulaye fut convoqué par le chef de la sécurité. Son cœur rata un battement. Était-ce déjà fini? Allait-il l'arrêter maintenant, là, sous les yeux de tout le monde? Il marcha vers le bureau du chef avec la démarche lourde d'un condamné. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Le chef, un colosse au regard d'acier, fixait les quelques employés alignés devant lui, parmi lesquels Abdoulaye. « Quelqu'un a empoisonné le capitaine, dit-il d'une voix glaciale. Et croyez-moi, nous trouverons qui. » Abdoulaye sentit son estomac se tordre. Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui semblait lire à travers les âmes. Pour le moment, personne n'était accusé. Le chef ordonna une fouille complète du palais. Chaque employé serait interrogé. Chaque sac, chaque casier, chaque chambre serait inspectée. C'était une question d'honneur national. Un symbole. Du pays venait de tomber. Et personne ne fermerait l'œil tant que le coupable ne serait pas entre leurs mains. Abdoulaye regagna ses quartiers, le cœur battant. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps sous pression. Il n'était pas un criminel expérimenté, juste un pauvre garçon qui avait écouté les mauvaises voix au mauvais moment. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond, écoutant les bruits de pas lourds dans le couloir. Il se rapprochait. Dans la nuit noire, alors que la peur le dévorait vivant, une pensée terrible s'imposa à lui. Les terroristes allaient-ils le protéger, ou l'abandonner dès que les choses tourneraient mal? Car une chose était sûre, il était seul maintenant. Terriblement seul. Le matin suivant, le palais ressemblait à un champ de bataille silencieux. Les portes restaient closes, les chuchotements glissèrent d'un couloir à l'autre comme des ombres. Chaque employé, chaque garde, chaque cuisinier sentait la pression écrasante de la suspicion. Personne n'était épargné, et surtout pas Abdoulaye. 2 soldats en uniforme sombre vinrent le chercher sans un mot. Ils l'escortèrent jusqu'à une petite salle sans fenêtre, éclairée seulement par une ampoule nue qui grinçait légèrement au plafond. Au centre, une table métallique, 2 chaises. L'interrogatoire allait commencer. Face à lui, un homme, en civil entra, un dossier sous le bras. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une intelligence froide. Il s'assit, posa le dossier et croisa les doigts. « Abdoulaye Sanfo, c'est bien ça ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Oui, monsieur, » répondit-il dans un souffle. « Tu travailles ici depuis 2 ans au service personnel du capitaine Traoré. » Abdoulaye hocha la tête. L'homme ouvrit le dossier et sortit quelques photos. Des photos de la tasse de thé du bureau du capitaine étendue au sol. Le cœur d'Abdoulaye accéléra si fort qu'il eut peur que l'interrogateur l'entende. « Tu as servi le thé hier matin comme d'habitude » demanda l'homme, le regard cloué sur lui. « Oui, comme tous les jours » murmura Abdoulaye. Un silence lourd s'installa. L'interrogateur le laissait s'enfoncer, attendant le moindre signe de nervosité. Puis il continua. « Tu as remarqué quelque chose d'étrange? Quelqu'un d'autre a-t-il approché la boisson avant que tu la serves ?» Abdoulaye sentit la sueur glisser dans son dos. Il aurait pu accuser quelqu'un d'autre. Inventer un mensonge. Mais son esprit était vide. Il répondit la seule chose qu'il pouvait. « Non, monsieur. Rien d'étrange. » Le regard de l'interrogateur se fit plus perçant. Il fit glisser la photo de la tasse vers Abdoulaye. « Alors explique-moi pourquoi cette tasse contenait des traces de toxines rares qu'on ne trouve pas dans nos réserves. » Habituel. Le silence tomba comme un couperet. Abdoulaye sentit son monde vaciller. Il tenta de balbutier une réponse, mais aucun son ne sortit. L'interrogateur, implacable, se leva et fit quelques pas autour de lui. « Écoute, mon garçon, dit-il d'une voix plus douce, quelqu'un t'a utilisé, je le sais. Tu n'es pas assez intelligent pour organiser ça tout seul. » Il s'approcha, planta son regard dans le sien. « Dis-moi qui t'a approché, dis-moi qui t'a promis de l'argent. Aide-nous, et peut-être que tu ne passeras pas ta vie dans un trou noir. » Le piège se refermait. Abdoulaye sentit que son temps était compté. Ses mains tremblaient, son front était en sueur. Tout son être criait de tout avouer. Mais il pensa à sa famille, aux représailles, à ces hommes sans visage qui l'avaient poussé à ce crime. S'il parlait, il ne se contenterait pas de le faire disparaître, lui. Il s'en prendrait à ceux qui l'aimaient.
Alors il serra les lèvres et baissa les yeux. L'interrogateur, frustré, claqua son dossier contre la table. Il fit signe aux gardes. « Enfermez-le » jusqu'à ce qu'il décide de parler. Les soldats l'empoignèrent sans ménagement. Ils le traînèrent dans les couloirs, sous les regards lourds de reproches et de peur des autres employés. Personne ne voulait croiser son regard. Personne ne voulait être associé à un homme qui portait déjà l'odeur de la trahison. Ils le jetèrent dans une cellule étroite, froide, humide. La porte claqua derrière lui avec un bruit métallique sinistre. Dans le noir, seul avec sa culpabilité, Abdoulaye comprit que sa vie était terminée. Peu importe s'il parlait ou non, peu importe s'il regrettait. Il avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas retraverser, et dans un murmure amer, il se demanda si l'argent valait vraiment tout ça. Le temps semblait s'étirer dans l'obscurité de la cellule, transformant chaque minute en une éternité douloureuse. Abdoulaye n'avait aucune idée de combien d'heures, 2 jours peut-être. Il était resté là, replié sur lui-même, enchaîné à ses propres regrets. Parfois, il entendait des bruits de pas, des cris lointains, des portes qui claquaient, mais personne ne venait le voir. Personne ne lui parlait. On voulait le briser. Un soir, ou peut-être était-ce un matin, la porte grinça. Une lumière aveuglante envahit la cellule. Abdoulaye leva une main devant ses yeux pour se protéger. 2 soldats apparurent, le visage fermé. « Lève-toi » ordonna l'un d'eux. Trop faible pour discuter, Abdoulaye se releva péniblement. On le mena sans ménagement à travers les couloirs du palais. Cette fois, on ne le conduisit pas vers la salle d'interrogatoire. Non, il l'emmenait ailleurs. Il comprit où ils allaient quand ils franchirent la grande porte en métal, le sous-sol secret du palais, réservé aux affaires spéciales. L'endroit dont tout le monde parlait à voix basse, mais que personne n'avait jamais vu. Là où on ne cherchait pas des aveux avec des mots, mais avec la peur et la douleur. Dans une pièce froide et nue, un homme l'attendait. Ce n'était plus un interrogateur classique. Cet homme-là n'avait pas de dossier à consulter. Il n'avait pas besoin de poser des questions. Il sourit d'un sourire glacial, puis enfila lentement une paire de gants en cuir noir. « Nous allons t'aider à te souvenir », dit-il d'une voix douce. Abdoulaye sentit une panique animale le submerger. Il se débattit, cria, mais les soldats le maintinrent fermement contre la chaise métallique au centre de la pièce. Des sangles furent serrées sur ses bras, ses jambes, son torse. Il était prisonnier, vulnérable, prêt à être brisé. Le supplice dura longtemps. Trop longtemps. Abdoulaye perdit la notion du temps, de la douleur, même de son propre corps. Il ne savait plus qui il était, pourquoi il souffrait. Tout ce qu'il savait, c'était que les hommes pour qui il avait trahi l'avaient abandonné. Personne ne venait le sauver. Personne n'enverrait l'argent promis. Il était seul, face aux conséquences de sa trahison. À bout de force, entre 2 râles de douleur, il craqua enfin. « D'accord » murmura-t-il, la voix brisée. « Je vais parler. » L'homme en cuir noir s'approcha, abaissant son visage tout près du sien. « Alors parle. Qui t'a payé ?» Avec ce qui lui restait de souffle, Abdoulaye raconta tout. Comment un homme qu'il connaissait vaguement dans son quartier l'avait approché. Comment il avait été emmené à une planque secrète où des étrangers encagoulés lui avaient fait des promesses. Comment il avait reçu un petit paquet contenant la fiole de poison et des instructions précises. Mais il n'avait jamais su leur vrai nom. Ils avaient pris soin de rester dans l'ombre. L'homme en cuir noir écouta attentivement, sans interrompre. Quand Abdoulaye eut fini, il se redressa, l'air pensif. « Tu ne sais pas qui ils sont, » dit-il d'un ton sec. « Tu n'as pas de nom, pas de preuves, rien d'utile. » Il fit un signe aux soldats. Ceux-ci détachèrent Abdoulaye brutalement, le laissant tomber au sol comme un paquet inutile. « Ramenez-le en cellule, il pourrira là-bas. » Alors qu'on le traînait à nouveau dans le couloir humide, Abdoulaye sentit une immense tristesse l'envahir. Il n'était pas seulement un traître, il était aussi un imbécile, utilisé, jeté, oublié. Et pendant qu'il sombrait lentement dans l'obscurité, une autre pensée terrible naquit en lui. Et si le capitaine Traoré n'était pas mort? Allongé sur le sol glacé de sa cellule, Abdoulaye luttait contre le vertige et la douleur. La moindre respiration était une épreuve. Chaque mouvement envoyait une vague de souffrance dans ses membres meurtris. Pourtant, au fond de lui, une question persistait, obsédante. Et si le capitaine Traoré était encore vivant? Quelques jours plus tôt, il aurait prié pour que la mort soit rapide, pour que son crime passe inaperçu. Mais maintenant,
face à l'horreur de son propre acte, il espérait l'impossible. Si le capitaine survivait, peut-être que tout n'était pas complètement perdu. Un matin, alors qu'il sombrait à moitié dans l'inconscience, la porte de la cellule s'ouvrit brutalement. 2 soldats entrèrent, le soulevèrent sans ménagement et le poussèrent dans le couloir, sans lui laisser le temps de comprendre. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce la fin? Allait-on l'exécuter sans procès, quelque part derrière les murs du palais? Mais non. On l'amena jusqu'à une salle qu'il reconnut aussitôt, la salle du conseil. La pièce était grande, solennelle, décorée d'emblèmes nationaux. Et là, au centre, assis dans un fauteuil plus pâle que jamais mais bien vivant, se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré. Abdoulaye sentit ses jambes céder sous lui. Il aurait voulu disparaître dans le sol. Il aurait voulu ne jamais être né. Traoré leva une main pour faire signe aux gardes de reculer. Ses traits étaient marqués par la fatigue, sa voix légèrement rauque quand il parla, mais son regard, lui, était aussi perçant qu'avant. « Laissez-nous seuls !» Les soldats obéirent sans discuter. La porte se referma lentement, les laissant seuls face à face. Un silence de mort pesa sur la pièce. Le capitaine fixa longtemps Abdoulaye sans rien dire. Abdoulaye, de son côté, n'osait même pas respirer. Finalement, Traoré prit la parole, doucement, presque tristement. Pourquoi Abdoulaye? Une simple question. Mais pour Abdoulaye, elle valait 1000 coups de fouet. Il baissa la tête, incapable de soutenir ce regard chargé de déception. Ils m'ont promis de l'argent, balbutia-t-il, la gorge nouée. Ma famille, elle avait besoin de moi. Le capitaine resta silencieux un long moment. Puis il soupira. Je t'avais donné ma confiance. Je t'avais ouvert les portes de ma maison. Chaque mot était un coup de poignard. Abdoulaye éclata en sanglots. Ce n'était pas une défense, ni même une demande de pardon. C'était la conscience qui s'effondrait. Traoré se leva lentement, s'appuyant sur la table pour garder l'équilibre. Il marcha vers Abdoulaye, qui était à genoux maintenant, tremblant de tout son corps. Quand il arriva tout près, il s'accroupit lentement pour être à son niveau. « Ceux qui t'ont utilisé, murmura-t-il, sont les mêmes qui veulent voir ce pays tomber. Ils t'ont vendu un rêve empoisonné. Ils t'ont trahi, Abdoulaye, bien plus que tu ne m'as trahi, moi. » Abdoulaye hoqueta de honte et de douleur. Le capitaine resta là un moment, silencieux, puis se redressa péniblement. « Tu ne mérites pas la mort, dit-il, mais tu devras vivre avec ce que tu as fait. » Il fit un signe aux gardes à travers la porte vitrée. 2 soldats revinrent, prirent Abdoulaye sans brutalité cette fois. Alors qu'on l'éloignait, Abdoulaye osa relever la tête une dernière fois. Il croisa le regard du capitaine, et ce qu'il y vit n'était pas seulement de la colère, c'était de la tristesse, une tristesse immense, comme celle d'un père trahi par son propre fils. Et ce regard, plus que la prison, plus que la souffrance, serait son véritable châtiment. La cellule où Abdoulaye fut reconduit n'était plus tout à fait la même. Ce n'était plus un endroit pour briser son corps, mais un lieu pour briser son âme. Les murs semblaient peser sur lui. L'air était si lourd qu'il lui semblait devoir lutter pour chaque respiration. Il n'y avait plus d'interrogatoire, plus de coups, juste le silence, et c'était pire. Les jours passaient sans qu'on lui adresse la moindre parole, pas de visite, pas d'explication. Parfois, on lui glissait un morceau de pain sec et une gourde d'eau à travers une fente dans la porte. C'était tout. L'isolement le rongeait de l'intérieur. Abdoulaye revoyait en boucle le visage du capitaine, ce mélange de tristesse et de compassion qui le hantait comme un fantôme. Dans sa solitude, les souvenirs remontaient plus cruels que jamais. Il se rappelait la première fois qu'il avait serré la main du capitaine, tremblant d'émotion d'avoir obtenu un poste aussi honorable. Il se rappelait les sourires, les encouragements discrets, les petits gestes de confiance, tous ceux qu'il avait trahis pour quelques liasses de billets ensanglantés. Plusieurs fois, il pensa à se donner la mort, finir cette honte, cette douleur, mais même pour ça, il n'avait pas le courage. Il était prisonnier de sa propre lâcheté. Un jour pourtant, tout changea. La porte de sa cellule s'ouvrit brusquement. 2 hommes en uniforme qu'il n'avait jamais vus auparavant lui ordonnèrent de se lever. Trop faible pour poser des questions, il obéit. Ils le conduisirent à travers le palais, non pas vers une salle d'interrogatoire, mais vers la cour intérieure. Le soleil l'aveugla après tant de jours passés dans l'obscurité. Là, alignés, se trouvaient une vingtaine d'autres prisonniers, des soldats déchus,
des fonctionnaires corrompus et des visages qu'Abdoulaye ne connaissait pas. Ils avaient tous un point commun, la trahison, les regards baissés, les corps maigres, les esprits brisés. Un homme en costume impeccable, manifestement un haut responsable militaire, monta sur une estrade improvisée. « Aujourd'hui, dit-il d'une voix forte, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de faire preuve de clémence. » Un murmure parcourut les rangs. « Vous, traîtres, allez être envoyés dans une unité spéciale. Vous servirez en première ligne contre les groupes terroristes. Pas de retour, pas de récompense. Une seule chance de racheter, peut-être, un fragment. De votre honneur. » Abdoulaye sentit son cœur s'arrêter. On ne leur offrait pas la vie. On leur offrait une autre forme de mort, l'exil dans les zones de guerre les plus dangereuses, là où les terroristes régnaient, où chaque jour était une lutte pour la survie. Les gardes commencèrent à distribuer de vieux uniformes, usés, rapiécés. Pas d'armes flambant neuves, pas de gilets pare-balles dernier cri. Juste de quoi mourir un peu plus lentement. Quand ce fut son tour, Abdoulaye prit l'uniforme avec des mains tremblantes. Il savait ce que cela signifiait. Il n'était plus qu'un pion sacrificiel dans une guerre qu'il avait contribué, par sa trahison, à alimenter. Avant d'embarquer, il osa jeter un dernier regard vers la terrasse du palais. Là, debout, appuyé sur une canne, se tenait le capitaine Traoré. Leur regard se croisa brièvement. Il n'y avait plus de haine. Seulement ce même mélange douloureux de tristesse et d'adieu. Abdoulaye baissa la tête et monta dans le camion poussiéreux, prêt pour son dernier voyage. Le camion cahotait sur les pistes défoncées, soulevant des nuages de poussière rouge dans son sillage. À l'arrière, entassés comme du bétail, Abdoulaye et les autres prisonniers en uniforme usé se taisaient. Chacun d'eux savait qu'il partait vers l'oubli, vers un endroit d'où peu reviendrait. La chaleur était suffocante, le métal brûlait la peau, mais personne ne se plaignait. À quoi bon? Ils n'étaient plus des hommes aux yeux du pays, juste des âmes perdues en quête d'une impossible rédemption. Après des heures de route, le camion s'arrêta dans un village à moitié détruit. Des maisons éventrées, des carcasses de véhicules brûlés, des regards méfiants derrière des rideaux déchirés. Voilà leur nouveau foyer. Le commandant en charge, un vieux soldat, durci par 1000 combats, leur fit un discours bref. « Ici, vous vous battez ou vous mourrez. Pas de pitié, pas de renfort, pas d'ordre compliqué. Vous voyez l'ennemi, vous tirez. Vous survivez, vous mangez, vous tombez, personne ne viendra vous pleurer. » Abdoulaye reçut une vieille Kalachnikov rouillée, presque aussi fatiguée que lui. Il n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Servir le thé au capitaine lui semblait maintenant être une existence de luxe comparée à cette brutalité nue. Les jours devinrent un enfer sans fin. Chaque aube pouvait être la dernière. Les groupes terroristes, agiles et impitoyables, attaquaient sans prévenir. Abdoulaye vit des camarades tomber sous les balles, mourir de soif, exploser sur des mines artisanales. Il apprit à dormir avec un œil ouvert, à guetter le moindre bruit suspect. Mais étrangement, dans cette misère absolue, quelque chose changea en lui. Il découvrit une rage froide, une volonté de survivre, non pas pour lui-même, mais peut-être pour expier. Chaque balle qu'il tirait, chaque pas qu'il faisait, dans cette terre dévastée, était une offrande silencieuse au capitaine qui l'avait trahi. Il ne savait pas si le pardon existait pour des gens comme lui, mais il savait qu'il devait continuer, jour après jour, jusqu'à ce que la mort vienne le chercher. Un soir, alors que le camp improvisé se préparait à une énième attaque, un messager arriva à moto, couvert de poussière. Il portait un message scellé, adressé directement au commandant du camp. Le commandant déchira l'enveloppe et alut à haute voix. « Abdoulaye Sanfo, tu es convoqué à Ouagadougou. Ordre direct du capitaine Ibrahim Traoré. » Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Abdoulaye, mêlés d'incompréhension, d'envie et de suspicion. Pourquoi? Lui? Pourquoi maintenant? Sans comprendre, Abdoulaye fut remis dans un camion, cette fois seul, escorté par 2 soldats silencieux. Le voyage de retour fut long, interminable. 1000 pensées tournaient dans sa tête. Était-ce une véritable convocation ou un piège? Pour l'exécuter loin des regards. Quand il arriva enfin devant les lourdes grilles du palais, tout semblait différent. Plus tendu, plus froid. Le pays tout entier semblait retenir son souffle. Escorté à travers les couloirs familiers, il
fut conduit dans une petite salle d'attente. Il patienta là, seul encore, pendant de longues minutes. Puis la porte s'ouvrit. Et là, debout devant lui, droit malgré la fatigue visible sur son visage, se tenait le capitaine Ibrahim Traoré en personne. Pas entouré de gardes, pas d'armes, pointé sur lui. Juste l'homme qui l'avait trahi une fois et qui maintenant venait sceller son destin. Ibrahim Traoré referma la porte derrière lui sans un mot. La pièce était nue, à peine meublée d'une simple table et de 2 chaises, en bois brut. Aucune escorte, aucune arme visible. Juste cet étrange face-à-face qui suspendait le temps. Abdoulaye resta debout, tétanisé, incapable de dire un mot. Son uniforme était sale, son visage marqué par la fatigue, ses mains calleuses par la rudesse des combats. Il n'était plus l'homme qui jadis avait servi le thé dans le palais lumineux. Il n'était plus qu'une ombre. Le capitaine Traoré le détailla de son regard perçant, longtemps, comme s'il cherchait à voir au-delà des apparences. Puis il s'assit lentement, invitant Abdoulaye à faire de même d'un simple geste de la main. Abdoulaye obéit, hésitant, la gorge nouée. Pendant de longues secondes, seul le bruit lointain de la ville agitée vibrait à travers les murs. Enfin, Traoré prit la parole, d'une voix calme, presque lasse. « J'ai lu ton rapport. J'ai lu comment tu as combattu là-bas. Comment tu as risqué ta vie quand beaucoup d'autres ont fui. » Abdoulaye baissa les yeux. Il n'avait pas combattu pour la gloire, ni pour obtenir un pardon. Il avait combattu parce qu'il n'avait plus rien d'autre, parce que mourir en combattant semblait mieux que mourir enchaîné par ses fautes. Traoré continua. « Certains disent que tu mérites encore la corde. D'autres pensent que tu as déjà assez payé. » Un frisson parcourut. Abdoulaye! Son destin était suspendu à ces quelques mots. Le capitaine s'appuya sur la table, le regard fixé droit dans le sien. « Moi, je crois que la véritable punition, c'est de vivre, de porter ton fardeau jour après jour. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais je crois aussi que certains fardeaux peuvent devenir des armes. » Abdoulaye fronça les sourcils, sans comprendre. Traoré sortit alors un petit insigne en métal de sa poche. Un simple morceau de fer gravé du symbole de l'armée nationale. Il le posa sur la table, devant lui. « Je te donne une chance, Abdoulaye. Pas pour me remercier, pas pour te sauver, pour ton pays, pour toi-même. » Abdoulaye leva les yeux, incapable de croire ce qu'il voyait. Était-ce réel? Une chance de redevenir un homme? Traoré se redressa lentement, appuyé sur sa canne. « Mais écoute-moi bien, dit-il d'une voix ferme. Une seule trahison, une seule erreur, et tu n'auras plus d'autre choix que de mourir. Compris ?» Abdoulaye se leva d'un bond, le cœur battant, les larmes embrouillant sa vision. Il posa la main sur l'insigne, le serra si fort que les bords lui entaillèrent la peau. « Compris, mon capitaine, » murmura-t-il d'une voix brisée. Traoré le regarda une dernière fois, longuement, puis il tourna les talons et quitta la pièce sans ajouter un mot. Abdoulaye resta là, seul, la main crispée sur l'insigne. Pas libre, pas absous, mais vivant. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit une étincelle minuscule renaître au fond de lui, l'espoir de réparer l'irréparable,